Donc aujourd'hui, je voulais prendre le temps de regarder la relation entre les taux d'intérêt, les taux de change, puis les actions, donc principalement là, les indices boursiers. Donc, sans plus tarder, là, je vais commencer par évidemment l'aspect le plus important dans cette relation-là, qui est les taux d'intérêt. Donc, au niveau des taux d'intérêt, évidemment, on peut les évaluer, les analyser selon leur niveau. Donc, un taux d'intérêt peut augmenter à travers le temps, baisser, euh, se diriger dans un range. Puis vraiment, là, avec ça, on peut voir justement les niveaux. Est-ce qu'on est peut-être à des niveaux un petit peu plus dans la moyenne historique? Est-ce qu'on est en delà de cette moyenne-là? Ou est-ce qu'on est en dessus? Donc, c'est tous des aspects là, à prendre en compte dans les régimes, justement, là, macroéconomiques pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Bon, est-ce que la liquidité dans le marché est plus accessible que d'habitude? Est-ce que, par exemple, la Fed ou les autres banques centrales dans le monde sont plus restrictifs ou plus accommodants à travers les taux d'intérêt? C'est toutes des questions qui peuvent se poser, puis c'est super important justement là, de suivre ce niveau-là, autant pour les taux d'intérêt nominaux que les taux d'intérêt réels, à court puis à long terme, qui va finalement composer la forme de la courbe de taux d'intérêt, que je parle là, quand même assez régulièrement, qui est super importante, encore une fois, à comprendre, surtout pour des principes où, justement, là, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec la politique monétaire, puis comment que les données vont venir affecter les données, comme je pense peut-être à l'inflation ou NFP, tout ce qui est par rapport au taux de chômage, puis à l'emploi, vont venir former cette courbe de taux d'intérêt-là. Donc, ça, c'est les deux premiers aspects à considérer. Puis, on a aussi, évidemment, la volatilité ici, qui est super important parce que, comme vous allez voir, la volatilité dans les taux d'intérêt va venir se refléter, oui, tantôt dans les taux de change, mais par la suite aussi dans les actifs, donc tout ce qui est des indices puis des actions là, individuelles, parce que ça va former tout ça finalement là, un ensemble pour justement là, aller pricer les actifs sur le marché boursier. Donc, c'est ça qui est pour ce qui est des taux d'intérêt. Donc, maintenant, si on reprend ce principe-là, il faut toujours partir des taux d'intérêt, puis justement, le flux, le niveau, la volatilité vont se refléter vers justement les taux de change. Donc, quand on pense à un taux de change, mais c'est sûr qu'on pense à deux différents pays dans justement lesquels on compare le taux de change. Bon, est-ce que, exemple, le dollar US est plus élevé présentement que l'euro ou que le dollar canadien ou que le pound ou d'autres devises à travers le monde plus importantes? Donc, lorsqu'on analyse finalement un niveau de ce côté taux de change, ben, c'est par rapport au puis aux différentes politiques monétaires là, qu'on peut voir à travers les différentes banques centrales là, à travers le monde. Donc, on part des taux d'intérêt, on sépare ça, si on veut, en deux pour nous donner le taux de change. C'est pour ça que c'est quand même assez délicat de transiger les taux de change parce qu'il faut réussir à analyser là, finalement, deux types de politiques. Il faut comprendre justement vers où les données s'en vont des deux côtés. Ce qui fait que beaucoup de facteurs à prendre en compte versus si on analysait, là, par exemple, juste les États-Unis ou juste la portion européenne. Quand on tombe du côté des taux de change, il faut prendre les deux côtés finalement là, de la balance, puis décortiquer tout ça pour en arriver à une analyse approfondie. Donc on part des taux d'intérêt, le niveau des taux d'intérêt, la volatilité, puis finalement la forme de la courbe, selon les différentes politiques monétaires, vont venir se refléter dans les différents taux de change. Puis là, ben, ça va affecter évidemment le niveau. Puis, selon ce qui se passe du côté des taux d'intérêt, ben, ça va venir aussi affecter la volatilité des taux de change. Donc, si, par exemple, comme on a vu récemment, au niveau de la Réserve fédérale américaine, c'est plus incertain.
Donc, par exemple, le pétrole qui a augmenté à cause de l'inflation à court terme, on sait plus ou moins où est-ce qu'on va finalement terminer. Donc, au niveau du taux d'intérêt terminal, bon, est-ce que ça va être à 3,5%, 3,25%? Au niveau du taux terminal de la Réserve fédérale, on a plus ou moins une idée présentement parce que la situation est incertaine, mais c'est sûr que ça va venir augmenter justement là, la volatilité parce que personne vraiment peut savoir, bon, est-ce que ça va être plus avantageux d'aller, exemple, en euros ou en USD pour aller chercher le meilleur taux de rendement d'un côté ou de l'autre. Fait que c'est ça qui crée là, finalement le lien entre les taux d'intérêt puis la volatilité sur les taux de change. Maintenant, si on descend un petit peu du côté des taux d'intérêt, bien évidemment, si le niveau des taux d'intérêt augmente, comme on voit ici dans la petite formule, si le taux augmente, bien évidemment, la valeur présente au niveau des flux de capitaux qui vont entrer dans les entreprises, donc tout ce qui est des contrats, tout ce qui est des revenus qui vont être perçus par les entreprises, des bénéfices. Si on a un taux d'intérêt qui augmente à travers le temps, bien c'est sûr que la valeur présente va diminuer. Pourquoi? Bien, c'est quand même assez simple. C'est le même principe que finalement l'inflation. Si l'inflation à travers le temps augmente, bien, les dollars en valeur d'aujourd'hui vont diminuer, ce qui va faire que le pouvoir d'achat va être moindre. Puis évidemment, bien, la valeur de l'argent aujourd'hui va valoir cher que la valeur de l'argent. Que la valeur de l'argent leur évalue si justement les taux d'intérêt à la place seraient baissés. Donc, si les taux d'intérêt baissent, bien, c'est comme si finalement l'inflation va baisser, exemple sur une période de 10 ans, puis les revenus en date du jour vont être plus importants que si l'inflation aurait augmenté plus drastiquement. Ensuite, bien, c'est sûr que si on voit beaucoup là, de volatilité sur les taux d'intérêt, ben, il va falloir là, que les entreprises, les institutions aillent se couvrir là, justement, oui, d'un côté peut-être sur le marché des changes selon le transactionnel, mais évidemment au niveau des obligations. Donc, les entreprises vont aller peut-être émettre des obligations, aller contracter des prêts. Donc, si les taux d'intérêt fluctuent beaucoup, beaucoup à travers le temps, ça va être beaucoup plus difficile justement là, de savoir, bon, est-ce que dans 5 ans, on va renouveler un prêt à plus haut taux d'intérêt, à plus petit taux d'intérêt, de comprendre justement où est-ce qu'on va être rendu dans le futur, ce qui est des fois là, difficile à anticiper. Donc, ça va venir là, causer ici la prime de risque que les entreprises ou les institutions ou les gouvernements là, vont devoir payer, causée principalement là, par la volatilité puis le changement là, dans le niveau des taux d'intérêt puis de la courbe de taux. Puis si je me dirige de l'autre côté, bien, évidemment le niveau puis la volatilité pourrait causer peut-être là, si la volatilité est grande, des ennuis au niveau des bénéfices, puisque bon, la majorité des grandes entreprises qui sont incluses dans les indices boursiers comme bon, le Nasdaq, le S&P 500, vont faire affaire avec des entreprises à travers le monde. Donc, si on perçoit des revenus qui sont pas, exemple, en dollars américains, on a cette conversion là, de change à faire. Donc, si les taux de change bougent énormément dans une courte période, bien, ça crée un risque au niveau des entreprises. Puis, comme je disais tantôt, bien, il va falloir peut-être essayer de se couvrir un peu plus là, à ce moment-là, selon l'incertitude puis la durée là, que ça va prendre avant peut-être qu'un conflit se résoudre ou justement là, que la volatilité se calme un petit peu puis que le marché redevienne là, un petit peu plus lousse dans un flux normal. Puis ça m'amène aussi au fait qu'au niveau du flux international, bon, il y a beaucoup d'institutions puis d'investisseurs à travers le monde qui vont aller investir sur les marchés, dans les indices de façon systémique. Par contre, si l'exemple, bon, le dollar US, puis l'euro, puis tout ça va fluctuer énormément, bien, ça va être plus compliqué de justement continuer cette
achat-là systémique parce qu'il va falloir aller se couvrir justement là, sur le marché d'échange pour acheter les différents actifs à travers le monde, ce qui va coûter plus cher. Donc, c'est très probable, comme on a vu dernièrement, que les achats systémiques diminuent jusqu'à peut-être même arrêter pendant un certain temps, justement le temps que ça se calme, puis les marchés redeviennent là, un petit peu plus dans un régime là, normal. Donc, on part des taux d'intérêt, on a le transfert qui se fait vers le taux de change pour les niveaux, puis la volatilité. L'actualisation va affecter évidemment là, la majorité des actifs, puis on a la prime de risque, même des deux côtés, qui va faire, puis causer, dans le fond, là, qui va donner la valorisation des actions qui découle finalement des taux d'intérêt, puis du taux de change là, sur les marchés. Puis par la suite, bien évidemment, on a les aspects un petit peu plus microéconomiques, donc amplificateur de la volatilité. Donc c'est sûr que si l'incertitude est présente dans le marché, puis que par exemple le VIX est un haut niveau, je vais présenter ça là, un petit peu plus tard dans la vidéo, est un haut niveau, bien, c'est sûr que les multiples vont venir se compresser pour refléter là, ce risque-là que finalement personne ne peut vraiment le prévoir à court terme qu'est-ce qui va se passer, le temps là, justement que le marché se calme un petit peu. Puis c'est la même chose de l'autre côté, bien évidemment, les entreprises, pour ce qui est du prix d'une action individuelle, là, si on passe exemple à Apple, Amazon, Microsoft, là, les grandes entreprises, bien, ça va dépendre de leur croissance là, au niveau des bénéfices. Bon, est-ce qu'ils font des rachats d'actions, versement de dividendes, puis le cycle d'investissement, puis de régime là, peut-être dans lequel ils sont présentement, comme on peut voir avec l'intelligence artificielle. Donc ça ici, c'est vraiment un aspect un petit peu plus, donc surtout ça ici, au niveau micro, fait qu'on passe de la macroéconomie à la micro, puis ce qui nous donne au final le prix observé pour finalement les indices ou même les actions individuelles. Donc si je reprends ici, comment qu'on fait pour peut-être regarder justement tout ça, puis qu'on essaie de comprendre là, où est-ce que le marché un petit peu s'enligne, ou qu'est-ce que le marché anticipe pour la suite. Au niveau des taux d'intérêt, bien, c'est sûr que pour regarder les niveaux, on peut regarder, bon, exemple, là, bien, les obligations américaines, puis les taux d'intérêt américains aussi, américains. Donc on a ici, si je regarde au niveau des taux d'intérêt, donc ici j'ai sorti le taux 10 ans, qu'on voit ici. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Donc, le taux peut baisser peut-être à long terme. Bon, ça peut fluctuer. Les mouvements peuvent être plus grands. Ce qui va causer justement des mouvements comme on voit ici là, aussi sur les marchés. Puis pour voir pour ce qui est de la volatilité, si je regarde ici, puis que je zoome un petit peu, on voit que quand la volatilité sur les obligations, finalement qui représentent là, les taux d'intérêt augmente, ben, ça met une pression là, naturellement, comme on peut voir ici, sur le marché. Donc la même chose ici, on a vu l'augmentation là, assez drastique, puis ça crée les creux, puis la tendance qui se poursuit. Donc c'est super important là, de suivre ça sur le marché pour toutes les raisons là, que j'ai expliquées tout à l'heure. Puis si on regarde au niveau de la volatilité là, en soi, donc pour ce qui est du VIX, ben c'est sûr que quand que ça augmente, ben ça va venir comprimer les multiples et faire baisser les indices puis les actions individuelles. Une autre chose qui est importante à comprendre, c'est la relation évidemment entre les différentes devises selon le régime. Donc, si je reviens en 2025, donc au mois de mars, avril, alors que le dollar américain est devenu corrélé directement avec le S&P 500, ce que ça reflétait, c'est que les investisseurs étrangers, bien, étrangers allaient sortir finalement du dollar américain puis des actifs américains
pour, si on veut, rapatrier tranquillement là, leur dollar là, à la maison, ce qui a causé la chute ici, puis qui est dû finalement là, à la crise sur les tarifs avec l'arrivée de Trump là, au début 2025. Donc, ça vous donne une bonne idée de toutes les relations qui sont importantes à suivre. Donc, je rappelle une dernière fois, c'est super important de ne pas non plus partir des actions puis de remonter finalement la chaîne vers les taux d'intérêt. On part toujours des taux d'intérêt, puis on fait là, le transfert vers les taux de change qui vont causer d'autres chaînes pour aller valoriser les actions puis définir un prix sur le marché puis les mouvements. Puis c'est pour toutes ces raisons, puis ces causes-là qu'on voit justement là, les tendances de marché, les creux, les augmentations plus rapides. Ça va tout finalement venir des taux d'intérêt qui se reflètent à travers là, le reste là, de la chaîne macroéconomique pour tomber par la suite à la microéconomie. Donc, je vais probablement refaire d'autres vidéos pour expliquer ce processus-là parce que c'est justement le plus important à comprendre. Si on comprend ça, on est capable aussi d'analyser théoriquement au niveau des taux de change, puis on peut comprendre les mouvements dans le marché, puis savoir un petit peu justement pourquoi peut-être les institutions achètent plus dans certains moments, puis moins dans d'autres, de façon systémique. Ce qui va faire naturellement là, augmenter, par exemple, le S&P 500 là, à long terme.